j'en profite juste pendant 2 minutes pour rappeler qui on est avant de laisser la parole à Sandro. Moi, je m'appelle Guillaume Pommier. Je suis, alors j'ai fait Sciences Po à Strasbourg et ensuite l'ESSEC. Plusieurs stages en M&A quand j'étais à l'ESSEC, chez Pramex, qui est une petite boutique small cap à l'intérieur du groupe BPCE, chez Deutsche Bank ensuite, qui est une banque en large cap, une grande banque universelle allemande, mais j'étais dans l'équipe à Paris. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans chez Lazare dans l'équipe TMT avant de lancer Training New avec Young Guan. Training New, nous, on répond, vous le savez, je pense beaucoup d'entre vous déjà, on répond au décalage qui existe entre les cours de l'école, souvent un peu théoriques, et les exigences très pratiques des process de recrutement pour ces métiers-là, corporate finance, donc il y a bien sûr le M&A, mais plein d'autres métiers. On a formé plus de 3000 étudiants depuis 2019, la grande majorité sur notre plateforme en ligne, où beaucoup d'entre vous sont déjà abonnés. Et puis, on a une centaine d'abonnés nouveaux chaque mois qui nous rejoignent pour se préparer. Et on a une trentaine de partenaires, écoles, assos étudiantes et aussi quelques banques d'affaires à qui on peut recommander des stagiaires. Nous en reparlerons. Enfin, vous avez quelques références ici d'entreprises où nos étudiants travaillent. Je constate qu'il n'y a pas qu'Assib, mais on a aussi, à mon avis, beaucoup de stagiaires qui travaillent, ou d'analystes passés par Trainoo qui travaillent chez Cassib. Avant de… je remercie encore Sandro. Sandro, je suis très, très heureux de t'accueillir dans ce webinaire. On va essayer de faire une session assez interactive. Donc, l'idée, c'est que je te pose quelques questions pendant la première partie du webinaire et puis ensuite, on laissera l'audience t'interpeller si bien sûr ils ont des questions pour toi. Ma question est simple, je ne l'ai pas fait encore, donc tu feras mieux que moi. Est-ce que tu peux rappeler brièvement ton parcours, te présenter et rappeler les principales étapes de ton parcours? Ah oui, bien sûr. Déjà, premièrement, je souhaite te remercier également, Guillaume, et toute l'équipe TrainingView pour ce que vous faites. Et aussi, il y a plus de 120 personnes connectées, donc merci à vous tous. C'est un bon baromètre, que ce soit pour Cassib ou pour le métier du M&A, que ça attire toujours autant de monde. Donc, j'essaierai de vous détailler un peu plus si vous avez toujours des zones d'ombre autour de ce métier. Donc, me concernant, Sandro, je suis diplômé de Sciences Po Paris et du magistère de finance de la Sorbonne. À Sciences Po, j'ai fait le master finance et stratégie. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait également, mais j'ai tout de suite su que je voulais travailler dans la banque d'affaires dans mon L3, si tu veux. Et ensuite, ça s'est fait plus ou moins naturellement. J'avais fait un premier stage en banque privée à la Société Générale à Monaco. Donc, c'était une entrée très, très sympa dans le monde des affaires. Mais très vite, j'ai compris que c'est les entreprises qui m'intéressaient plus que des personnes physiques, disons. Et j'ai fait un second stage en M&A dans l'équipe généraliste de HSBC à Paris. C'était sur les Champs-Élysées, c'était en 2018. Ensuite, donc, je suis parti à Sciences Po et j'avais fait mon stage de fin d'études chez Lazare. Guillaume est également un ancien de chez Lazare. C'était toujours Boulevard Haussmann. Donc, j'étais dans l'équipe généraliste pendant 6 mois des équipes Lazare. Suite à quoi, j'ai eu une proposition de CDI chez Cassib dans les équipes généralistes. Donc, j'ai pratiquement fait toutes mes expériences dans les équipes généralistes. Donc, je pourrais vous parler de tous les secteurs si vous le souhaitez. Et donc là, ça fait déjà 1 an que je suis analyste M&A dans les équipes généralistes de Cassib. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur à peu près toutes les missions d'un junior, attendu par un junior, ou je peux vous en parler sur les stagiaires également, on en reviendra. À côté du coup de ces missions qui m'indiquent, j'ai également la charge d'être recruteur des stagiaires chez Cassib pour l'ensemble du pool M&A. Donc, je pourrais vous en parler également avec grand plaisir. Merci Sandro pour cette introduction. On va parcourir l'ensemble de ces sujets. Revenons peut-être sur la genèse de ton histoire avec le M&A. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce secteur? Tu as commencé par un autre domaine de la finance. Pourquoi après ce move vers le M&A et quels sont les principaux arguments qui ont entraîné cette envie de faire de la banque d'affaires et du M&A? C'est une grande question. Si tu veux, au début, on a plusieurs motifs et ensuite, on se rend compte qu'en faisant ce métier, c'est autre chose qui nous a vraiment poussé à le faire.
Ça peut être des raisons un peu plus sous-jacentes que vous découvrirez si vous vous lancerez là-dedans. Au début, c'était bien sûr, je ne savais pas vraiment ce que c'était que le M&A. Donc, j'allais un peu là où sortie de prépa, une grande école, puis une banque d'affaires. C'était un peu des raisons qui se disent, bon, on se ferme le moins de portes possible, mais c'est un peu flou. Tu vois. C'est des choses qui sont assez… voilà, on regarde ce que font les autres. Nous aussi, on se situe par rapport à ça. On parle à deux, trois personnes, mais on a une vision très floue de ce que c'est que la banque d'affaires. Et je vous encourage à participer à ce genre d'événement pour vous faire une idée réelle de ce que c'est, notamment à travers Training EU. Donc, me concernant, c'était au début, voilà, des raisons qui m'ont poussé. C'était bien sûr, j'adorais la finance d'entreprise. J'étais plutôt doué avec la stratégie également. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire de la banque d'affaires. Aujourd'hui, si tu veux, ma réponse a totalement changé. Bon, avant, il y avait également la partie rémunération. C'était stylé, c'est sexy, entre guillemets. Donc, on se dit, on va en banque d'affaires. Aujourd'hui, c'est des raisons qui ont un petit peu évolué. Premièrement, c'est l'aspect apprentissage. On est en début de carrière et je pense que vous l'êtes tous, à moins d'avoir quelques seniors également parmi nous. On est dans un métier où on apprend énormément. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, vous travaillez, parfois vous vous rendez même pas compte tellement vous apprenez et vous en faites pendant un week-end, vous faites une petite pause pour dire que j'ai vu ci, j'ai vu ça, maintenant je sais faire ci, je sais faire ça et ça vient au fil du temps. Et vous vous en rendez compte même presque plus tard. Vous êtes lancé dans un bain avec plein de missions, avec plein de contacts également, plein d'échanges et de process, des choses à produire, des emails à répondre, des analyses à faire. Et vous êtes en train de faire, mais c'est vraiment du learning by doing. C'est-à-dire que vous apprenez tout ce que vous avez vu en cours, mais bien plus au-delà, vous apprenez à faire en fait. Et à réfléchir en même temps, bien sûr, parce qu'on n'est pas là juste dans l'exécution. Donc, c'est vraiment l'apprentissage. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis chez Cassib. J'ai fait 4 exécutions, donc 4 deals, dans tous les secteurs possibles. J'ai fait un peu de TMT, enfin, j'ai même fait beaucoup de TMT. J'ai fait de l'énergie également. J'ai fait un IPO aussi, donc ça peut être des secteurs différents comme des missions différentes. Typiquement, j'ai sorti un IPO, une introduction en bourse, alors que je suis en M&A. C'était sur Forsy Power notamment. J'ai également travaillé sur un sell side qu'on a sorti très récemment avec CGI, qui est un acteur canadien international et à peu près 18 milliards d'euros de capitalisation, qui a racheté Humanis. C'est une entreprise de digital, de data française. Donc, on était dessus en exclusive advisor du sell side. Donc, vous êtes là du haut de 25-26 ans à conseiller une entreprise sur comment elle va se vendre, c'est-à-dire toute la richesse créée depuis à peu près 40 ans d'existence de cette entreprise qui va être vendue et vous êtes le conseiller principal. Donc, vous avez, je passe à mon second point après la courbe d'apprentissage, c'est la responsabilité. Vous savez, c'est des gens qui ont 40, 60 ans, qui ont fait toutes leurs armes, qui ont fondé leur boîte, c'est leur petit bébé en soi, c'est leur vie professionnelle. Et au moment le plus opportun, le plus important, ils viennent vous voir, vous, pour leur conseiller sur une opération d'envergure. C'est-à-dire qu'en M&A, c'est l'un des rares métiers où vous avez autant de responsabilités si jeunes. On va vous confier entre vos mains, on va dire, toute la vente ou l'achat d'une entreprise. C'est pas une opération ordinaire de rénovation de façade des boutiques. Non, c'est la vente de toute l'entreprise, toute la structure, tous les bâtiments, les équipements, les salariés également, les savoirs acquis. Et on vous appelle vraiment au moment le plus important. Donc ça, il faut le garder à l'esprit que c'est un métier où vous comptez, où les CEO que vous parlez, ils comptent vraiment sur vous. Vous savez, quand on est stagiaire, on ne se rend pas tellement compte parce qu'on va pas souvent au meeting et c'est bien dommage. Mais quand on est analyste, on va au meeting et on assiste vraiment que tout ce que nous faisons, ça a un impact direct et primordial sur la vie d'une énorme entreprise. Donc, premièrement, courbe d'apprentissage. Deuxièmement, j'ai parlé de responsabilité. Vous avez de l'envergure. Vous savez, on a fait Bouygues Equans, par exemple, qui a défrayé la chronique. On en a souvent parlé. Donc, vous faites des deals on en parle ensuite. Et vous êtes privilégié parce que vous avez l'information plus tôt. Vous êtes partie prenante du deal.
Troisièmement, je dirais que c'est l'aspect, donc j'ai dit apprentissage, responsabilité, et c'est l'aspect aussi environnement. Vous savez, le M&A et même la banque d'affaires, c'est généralement, disons, un regroupement de gens qui se sont débrouillés. C'est-à-dire que dans ce système donné, ce sont généralement des gens qui sont assez débrouillards, ils ont fait les meilleures écoles, ils ont su trouver la bonne voie, ils ont su parler à la bonne personne, ils se sont bien placés et évoluer au sein d'un environnement où vous avez que, disons, des gens qui ont su mieux utiliser les informations et se retrouver là, je pense que c'est une chance. C'est une chance que dans d'autres secteurs, il y en a également, hein, il y en a partout des gens brillants, mais il est vrai qu'en M&A, généralement, dans ce système-là en tout cas, on a un regroupement, disons, de gens voilà, qui ont de beaux parcours, qui ont les meilleures écoles, voilà, qui vous feront avancer. Et surtout, j'enchaîne avec une bonne transition, c'est l'ambiance. L'ambiance M&A, c'est quelque chose d'assez spécial. On le retrouve presque nulle part ailleurs. Cette intensité qui rend même, qui déteint même sur la vie personnelle. Ensuite, voilà, il y a une forte intensité où vous devenez très vite pote avec vos entourages, même avec la hiérarchie, surtout chez Cassib. D'ailleurs, on en reparlera de l'ambiance Cassib, mais c'est vraiment, tout va très vite en fait. Tout va très très vite. Il y a beaucoup d'aventures également, on sort, etc. Donc, c'est une vie assez intense. Donc, c'est pour ces 4 raisons-là aujourd'hui qui font que je suis dans ce métier-là et que je vous encourage à le faire. Voilà. J'ai été un peu long, désolé. Enfin, tu Non, m'interromps. non, c'était très complet. Merci, merci pour ça, Sandro. Et puis, on pourra revenir effectivement dans le Ouais. détail des différents points si on a des questions. Moi, je passe au second bloc que je voulais aborder avec toi, c'est les process de recrutement. En plus, tu as fait des stages dans des banques très différentes, HSBC, Lazare et maintenant en full-time chez Cassib. Et comment se sont déroulés tes différents process de recrutement? Est-ce qu'il y a des permanences dans ces process? Est-ce qu'il y a des différences aussi dans les process selon les banques dans lesquelles tu as travaillé? Et comment aborder quand on est étudiant ces process pour les différentes banques? Bah, pour la première partie de la question, chez Lazare, ça s'était passé dans un forum. Donc, en fait, il y a différentes, disons, canaux. Premièrement, enfin, je vais vous expliciter. Premièrement, vous pouvez passer par un réseau, tout simplement. Vous connaissez tel ou tel. Ça marche. Ça marche non seulement pour faire un deal, d'ailleurs, mais aussi pour un tout tas de raisons, mais surtout pour être recruté. Vous connaissez un ancien de votre école qui est passé par Lazare, a voulu toucher un mot. Lui, il est à l'intérieur, donc il sait beaucoup mieux que vous à qui il faut s'adresser. Surtout venant de lui, vous serez entre guillemets tamponné, safe et validé, disons, par quelqu'un en interne. Donc ça facilite un peu. On est obligé de répondre à un mail en interne. Or, un mail en externe, parfois, on ne répond pas. Je vous le dis la vérité. Donc, premièrement, c'est par votre réseau à vous. Et croyez-moi que n'importe quel réseau peut marcher. Vous avez votre voisin qui est tel. Moi, au début, mon stage à la Société Générale, je l'ai trouvé parce que je parle à la lumière, je pense. Ouais, je l'ai trouvé parce que mon ancien un ami du lycée avait fait le même stage en banque privée à Monaco. Et il se trouve qu'en partant, il cherchait un stagiaire. Donc, j'ai dit, voilà, je suis là, etc. Donc, je l'ai trouvé comme ça. Ensuite, à HSBC, j'ai utilisé mon networking personnel et investissez là-dedans parce que ça vous suit à vie. Je l'ai trouvé par mon networking personnel à une conférence à la Sorbonne. J'étais allé voir tel ou tel. Et voilà, il faut un peu jouer aussi de votre charisme et de mettre toutes les chances de votre côté pour montrer que même sans expérience, vous pouvez trouver un stage. Les contacts, ça fait tout. Ensuite, mon stage chez Lazare, je l'ai trouvé sans contact et sans réseau. Je suis allé au forum. C'est-à-dire que vos écoles organisent des forums régulièrement, une grande école ou ça peut même être des universités où il y a différents stands d'entreprises. Donc, c'est ici que j'avais croisé la RH de Lazare, à qui j'avais remis mon CV et j'avais fait bien sûr un petit speech de 2-3 minutes concernant mon parcours, concernant mes motivations. Et il se trouve que j'ai été rappelé pour débuter des entretiens, un process chez Lazare qui a abouti. Enfin, Cassib, c'était tout simplement sur le site internet que j'ai postulé post-Lazare et où j'ai été retenu. Donc, j'ai pratiquement utilisé tout le spectre qui est à notre disposition et qui est à votre disposition également pour
pour trouver un stage et un job. Top, super, bah, merci Sandro. Moi, j'ajoute un nouveau canal maintenant, et ceux qui sont dans le pack Ah, premium le connaissent bien, c'est Training You, où nous, peut exactement. recommander en fait votre profil à des banquiers chez nos partenaires, c'est aussi un petit tampon safe, quoi, pour reprendre les mots de Sandro, qui peut vous augmenter vos chances de passer les screenings si jamais on le fait. Voilà. Donc, il y a une petite question dans le QNR, je la prends parce que ça concerne aussi les process de recrutement et tes stages. Ouais. Comment tu as décroché ton stage de 4 mois en private banking sans expérience professionnelle alors que tu étais seulement en deuxième année du magistère de finance? Même question pour ton stage de 3 mois en M&A chez HSBC. Quels étaient tes process de recrutement pour un profil aussi junior? Donc, j'imagine que le networking, tu as fait marcher le networking et ça a bien fonctionné, mais je te laisse Ouais. peut-être compléter par rapport à cette question. Tu veux dire sur la suite ensuite, sur les entretiens ou comment j'ai Non, réussi ben, à… comment tu as pu, je pense que la question était plus sur comment tu as pu décrocher peut-être Ouais. l'entretien, tu vois. Bah, sur la banque privée, donc comme je l'ai dit, c'était avec un ami qui était un ami de lycée qui était stagiaire là-bas. Hmm, Et je suis passé par lui en lui disant que je cherchais un stage aussi, que j'avais pas d'expérience, mais que s'il pouvait me dire que voilà, j'étais quelqu'un à qui on pouvait faire confiance, etc. Donc c'était lui qui m'avait, donc l'ancien stagiaire et mon ami de lycée qui m'avait recommandé. Et j'ai été contacté ensuite. Et pour HSBC, c'était plutôt par réseau, lors d'une conférence, un ami d'un ami qui était haut placé chez HSBC, à qui voilà, j'étais allé voir en disant ils font un premier début à tout. Tout le monde me demande de l'expérience, mais j'ai de la banque privée, 4 mois où j'ai réussi à montrer que je pouvais être rigoureux. Vous savez, même si vous n'avez pas de stage en M&A et que vous avez un stage qui est adjacent pour la banque privée, c'est quand même assez banque finance. Mais même si vous avez un autre stage qui n'a peut-être rien à voir avec la finance, n'hésitez pas à souligner les arguments qui peuvent jouer pour vous, c'est-à-dire que vous avez été fiable, rigoureux, appliqué. C'est toujours des mots qui seront touchés à un banquier d'affaires pour montrer votre sérieux. Donc, j'avais réussi à avoir ce stage de 4 mois qui était un peu sur mesure, je l'avoue, fait pour moi en fait. Donc, ça m'a permis de me lancer. Vous savez, dans la vie, on n'est pas tous en début de carrière, on est parfois en fin de carrière, en milieu de carrière, et on veut aider les autres. Typiquement, ce que je fais moi, par exemple ici, j'aurais pu être au déj avec mes amis ou autres, mais il y a des gens qui sont là pour vous aider. Training You, par exemple, va faciliter les choses, bien sûr, mais d'autres sont également là pour vous aider, des gens qui ont même beaucoup plus d'expérience que vous, qui sont passés par qui sont passés à vos places et qui savent ce que c'est que de ne pas avoir d'expérience ou avoir très peu d'expérience, et ils demandent juste qu'à aider. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Sur 100 réponses, vous prendrez peut-être beaucoup de non. Sur 500 questions, vous prendrez peut-être 2 oui et c'est tout. Ça fait 2 portes ouvertes et vous êtes lancé. clairement. Alors, on a bien couvert là avec ta réponse précédente et celle-ci, le networking et le moyen de décrocher des entretiens. Tu avais déjà effectivement mentionné ces points un peu avant. Passons aux entretiens en Ouais. eux-mêmes. Comment c'était? Quelles ont été les différentes épreuves? Est-ce qu'il y a eu des épreuves différentes entre les différentes banques? Et comment, voilà, comment tu t'en es sorti face à toutes ces épreuves? Alors, je vais parler que de la banque d'affaires, la banque privée, Bien laissons sûr. ça un peu de côté. Chez HSBC, bon, ça remonte un peu, mais c'était des questions, c'était 3 tours d'entretien avec un analyste, un associate et un VP, un vice-président. C'était des questions qui sont très classiques, étant donné qu'on est recommandé en interne, on essaye de te faire des petits pièges, etc. Mais bon, ça reste quand même très gentil. C'était des questions très classiques. Déroulez-moi les 3 méthodes de valorisation d'entreprise qu'il faut à tout prix maîtriser. Ensuite, c'était des techniques comptables, à savoir qu'est-ce qui change dans le PNL si jamais j'augmente de 10 mes DNA, qu'est-ce qui change dans le cash flow, qu'est-ce qui change dans le bilan, donc dans les 3 états comptables. Il faut savoir comment les 3 sont interconnectés, entre guillemets. C'était des méthodes également par exemple, d'intégration, par exemple de l'intégration globale. C'était également d'autres questions comptables qui sont plus liées à vos études, en fait. Ça, vous n'aurez pas de mal dans les études à vous en sortir. Ensuite, il y avait également d'autres questions qui étaient plus côté pratique. Et là, je vous invite, que ce soit à travers Training You ou même à travers tout ce qui s'offre à vous sur Internet, à bien vous documenter parce qu'il y a beaucoup
d'entretiens M&A qui ont été faits jusqu'alors. Donc, il y a beaucoup d'éléments de réponse également qui sont disponibles. Donc, c'était tout ce qui est question sur, décris-moi les process sell-side, qu'est-ce qui se passe sur un buy-side, c'était parle-nous d'un deal M&A qui t'a marqué, c'était qu'est-ce que tu penses de cette acquisition, quel était le multiple, etc. Et ensuite, il y avait aussi beaucoup de questions à travers les différentes méthodes de valorisation qu'on a un peu plus déroulées, le TCF notamment, la méthode des LBO, la sum of the parts, la méthode des comparables boursiers, des comparables transactionnels, etc. Donc voilà, on a déroulé ces questions-là. Donc c'était des questions très habituelles. Ensuite, chez Lazare, c'était à peu près le même schéma. C'était 3 tours d'entretien avec à peu près 2 associates, un analyste avec qui ça s'est très bien passé également. J'ai eu droit à un merger model cette fois-ci. Donc, ils ont été un peu plus durs, on va dire. Mais sinon, c'est les mêmes questions qui reviennent à chaque fois, les méthodes de valorisation, le WACC. Je ne sais pas si ça parle à tous d'ailleurs, mais voilà, vous trouverez ça assez facilement dans le Vernimen ou autre, ou dans les MOOC que propose Guillaume également. Donc, des questions assez classiques. Je ne sais pas si tu veux qu'on s'attarde Non, un peu non, plus, c'est mais très clair. Peut-être pour finir sur les process, chez Cassib, du coup, c'est un process full-time. Est-ce que ça a été différent? Quelles sont les exigences additionnelles quand on veut travailler en full-time par rapport à un stage? oui. Alors, c'était pas 3 entretiens, mais à peu près 8 ou 9. Donc, surtout que moi, j'avais pas fait de stage en interne chez Cassib. Donc, forcément, ils ne me connaissaient pas. Donc, j'ai dû voir à peu près toute la hiérarchie, on va dire. J'ai rencontré des VP, ensuite des MD, et ensuite j'ai fini par rencontrer les 2 heads de Cassib M&A, M. Perlong et M. Lance. Suite à quoi, on m'a annoncé que j'ai été recruté après un entretien avec la RH. Qu'est-ce qui changeait dans les entretiens? Je pense qu'on va moins tester sur les aspects comptables, parce qu'un MD ne va pas te poser des questions sur. Ce sera plus des questions un peu high level, on va dire, sur la stratégie d'une opération. Il se trouve que le deal Veolia-Suez était en cours et Cassib était dessus. Donc, et ces personnes-là travaillent directement dessus. Le MD en question était directement en charge. Donc, il y avait beaucoup de questions. Vous savez, parfois, les entretiens, il suffit que je travaille sur un deal, ça me reste dans la tête, et puis j'arrive à un entretien et je vous pose la question parce que ça me trotte dans la tête. Donc, parfois, c'était ce genre de questions, c'était plus stratégie sur qu'est-ce que je pensais du prix ou autre. Parfois, c'était des questions sur le M&A en général, sur comment une banque d'affaires, c'est quoi le business model d'une banque d'affaires. Mais bien sûr, on reste quand même dans beaucoup de questions classiques, hein. J'ai quand même eu droit aux méthodes des comparables boursiers, des DCF, etc. Donc, quand on ne te connaît pas, on fait le tour un peu de tous ces sujets-là. Mais voilà, je mettrais 2 points en exergue. C'était, c'était beaucoup plus long que pour un stage. Et 2, c'était fait non pas par des analystes et des assos, mais des VP, des managing directors et des heads. Et j'imagine, Sandro, qu'il y avait aussi des questions sur tes expériences précédentes en stage, Oui. le fait que tu aies un petit peu d'expérience sur des deals que tu avais vus en stage et ta capacité à bien en parler de manière positive en entretien, ça a certainement aussi joué. Oui, bien sûr. Après, bon, quand on est stagiaire, on ne s'attend pas à ce que tu aies travaillé sur 35 deals. Donc, si quand on te demande s'il y a un deal qui t'a marqué, généralement, si tu es assez malin et si tu as fait un bon deal, tu cites celui-ci en disant, bah, moi, j'ai travaillé dessus, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, effectivement, il faut utiliser toutes les cartes que vous avez en main pour décrocher le sésame. Top. Alors, peut-être passons maintenant aux missions en poste. Ouais. Comment tu pourrais décrire en quelques mots les principales missions d'un junior, alors peut-être stagiaire versus analyste, puisque tu as connu les deux récemment, et peut-être faire un petit focus sur ce que tu vis chez Cassib aussi actuellement. Les missions d'un stagiaire et d'un analyste sont assez presque similaires. Il se trouve juste qu'on se partage les tâches de façon assez équitable et de façon assez flexible. Si par exemple je suis pris sur autre chose, c'est les stagiaires qui vont s'en occuper et je vais revoir le travail avant de l'envoyer aux assos, qui va lui revoir le travail et l'envoyer au MD, qui lui va le dérouler au client. Donc, un point à souligner, et je pense que ça déborde sur une question qui va venir peut-être, mais
Quand on est stagiaire, on fait la production. C'est-à-dire que vous allez produire des slides, vous allez produire des analyses et on va se baser là-dessus. L'analyse va se repartir de vos travail de recherche, par exemple, pour construire une analyse et dégager une conclusion. Donc, si jamais les documents que vous devez par exemple télécharger ou les recherches que vous devez faire ou les datas que vous devez plugger sont faux ou sont pas à jour, tout le maillon qui se construit derrière sera malheureusement pas pertinent et pour ne pas dire incorrect. Donc, d'où le travail rigoureux qui est demandé aux stagiaires et qui est demandé ensuite à l'analyste pour vérifier. Pour parler plus globalement des missions, quand on est analyste, on fait à peu près tout en fait. Sur un pitch, on peut être amené à même réfléchir parfois les messages qui vont ressortir des slides. Tout dépend sur quel type d'opération on travaille, mais quand on est analyste, on est vraiment penseur. On est non seulement penseur, mais on est surtout aussi producteur. Et bien sûr, on propose quelque chose. On est là pour proposer quelque chose. Parfois, on suit les instructions qui nous sont données plus haut et parfois, on rajoute d'autres choses. Parfois, on peut même être amené à critiquer en disant que non, moi, je verrais plutôt ça, je verrais plutôt ci. Et surtout chez Cassib, c'est ce qui m'a amené ici aussi d'ailleurs, c'est que c'est assez libre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez faire être force de proposition, si vous avez une autre vision sur une opération, vous pouvez tout aussi bien les suggérer sans vous espérer qu'on vous tombe dessus, qu'on vous dise non, analyste, etc. Donc, c'est ce qui m'a aussi amené ici. Donc, on peut vraiment faire tous les types de missions. Donc, sur un pitch, ça peut être création de slides, montrer en quoi une opération est pertinente, appuyé par des analyses faites un peu sur l'Excel, que ce soit des analyses de valorisation, que ce soit des analyses de benchmark, que ce soit des analyses de rentabilité, que ce soit des analyses sur les concurrents. Donc, vous êtes vraiment amené à faire l'ensemble du travail sur un pitch. Et le stagiaire est toujours en support de ces missions et sur une exécution, parce qu'une exécution, c'est quand même ce pourquoi on existe et on est payé. Une exécution, c'est des missions qui peuvent être la gestion de process sur un sell side, donc vous serez amené à gérer les potentiels bidders, à gérer les cabinets d'avocats, à gérer les cabinets comptables pour que tout se passe bien, à répondre aux mails des clients, etc. Donc, en tant qu'analyste, plus deux ou trois, vous êtes vraiment amené à prendre un peu le rôle d'un asso très vite. Mais bien sûr, vous êtes toujours encadré en tant qu'analyste et en tant que stagiaire, vous êtes toujours encadré par l'analyste. Donc, c'est vraiment, ça s'imbrique. Ça commence par le MD qui parle directement au client, au VP qui parle également directement au client. Chez Cassib, ça s'est observé que l'analyste parle aussi très souvent au client. Typiquement, sur Humanis CGI, j'étais sur le front très régulièrement. Je faisais les meetings aussi en présentiel qui est très sympa d'ailleurs. C'est la première fois que quand tu vas voir le client en personne, donc le CEO, le fondateur et le DG directement. Derrière, il y a toujours un petit déjeuner qui est organisé. C'est des aspects assez sympas. On rigole, etc. Mais en même temps, on traduit, on produit et on délivre. Donc voilà, il y a diverses missions. Vous les retrouverez assez facilement dans plein de contenus. Je pense qu'on peut passer des heures à expliquer toutes les missions que nous faisons ici. Je perds la lumière. Bon, c'est pas grave. Donc, en tant que stagiaire, vous êtes vraiment en support de toutes les missions qu'un analyste peut faire. Ça marche. Merci Sandro. J'ai une ou deux questions sur les missions et notamment des spécialisations sectorielles. Ouais. Antoine te demande, étant donné que tu as été dans le secteur généraliste, y a-t-il un secteur que tu préfères? Projettes-tu de te spécialiser dans un secteur? C'est une très bonne question. Si je suis resté généraliste, c'est pour justement pour ne me fermer aucune porte. Je suis intéressé par à peu près tout. Chez Lazare, j'avais vu à peu près 6 secteurs en coverage avec 6 entreprises large cap que vous connaissez tous. Chez Cassib, j'ai travaillé avec quasiment tous les secteurs également. Mais il est vrai que je faisais justement un bilan sur un an des deals que j'avais pu faire ou des secteurs et le secteur des TMT, donc technologie, médias, télécommunications, est ressorti. C'est-à-dire que j'ai peut-être inconsciemment un penchant vers ce secteur-là. Mais sinon, non, j'aimerais vraiment toucher à tout. Vous savez, il y a des enjeux dans tout, l'énergie, il y a des enjeux dans les TMT également, dans les pharmaceutiques. Donc, honnêtement, je me projette
pas de me spécialiser ni sur les secteurs, ni sur une zone, parce que vous pouvez aussi vous spécialiser sur une zone. Ça peut être la zone Amérique, ça peut être la zone. Je prévoyais à un moment de me spécialiser sur la zone Europe de l'Est, parce que moi, je suis originaire de Géorgie et je connais un peu cette zone, disons, mais avec ce qui se passe actuellement, je pense que j'ai plutôt bien fait de ne pas me positionner. Vous savez, il y a, par exemple, chez Lazare, il y a le desk CEI, qui est le Central East of Europe. Il y a aussi un desk à Londres sur cette zone, mais pour l'instant, je pense que j'ai plutôt gagné à ne pas me spécialiser qu'à me spécialiser. Donc, pour répondre à la question, dans les années à venir, je pense rester généraliste. Parce qu'il y a encore trop de sujets à maîtriser et encore trop de personnes à rencontrer. Voilà. Alors, quand on parle des missions du junior, on arrive aussi potentiellement au mode de vie du junior et on a une question sur le work-life balance. Ouais. Est-ce possible d'avoir une estimation des horaires par semaine? Alors, et en plus, on demande le salaire, une fourchette. Alors, je ne sais pas, Sandro, si tu peux aussi répondre à ça, mais voilà, je te Ouais. laisse J'ai le pas de soin de tabou. donner les éléments que tu veux bien donner. J'invite le public à poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions idiotes et je réponds sans tabou et ouvertement à tout. Donc profitez-en, allez-y. Donc sur les horaires, on parle de Lazare, on parle de Cassib, on parle de HSBC. Il faut préciser aussi. C'est Alors, il pas n'y a pas la pareil. précision, mais effectivement, je pense que on est tous conscients que c'est peut-être, enfin, c'est différent. Donc, si tu peux peut-être donner un panel du coup d'horaire par rapport à la banque, ce serait intéressant. Effectivement. Alors, on va commencer par le plus light. J'ai été gâté en banque privée, donc ça, c'est pas une surprise. À Monaco, j'ai été très, très gâté. Après, le salaire ne suit pas forcément, mais j'ai été très gâté. En plus, c'était des mois d'été. C'était des mois entre mai et septembre. J'ai vécu une best life, une très bonne entrée en matière dans le milieu professionnel. Et ensuite, je suis parti au M&A. Et là, les choses commençaient un peu plus se corser sur les horaires, quoique. HSBC, j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que c'était l'été 2018 et ils avaient en place un système où ils étaient capés à 20 heures et on avait également quelques jours off. Donc, c'était une entrée un peu plus douce également. Donc, finir à 20 heures et avoir des jours off dans une semaine, je pense que même dans les métiers entre guillemets normaux, vous ne le trouvez pas. Et ensuite, Lazare, c'était un peu une coup de massue parce que c'était en mars 2020 et surtout, c'est dès ma première semaine, j'ai dû m'adapter au confinement. Et c'était un confinement inédit parce que c'était pas le confinement qu'on connaît aujourd'hui. On se parle tous par visio, on sait tous comment ça marche. On savait pas comment ça allait marcher, on savait pas ce qu'on devait faire, etc. Donc, dès que je suis arrivé chez Lazare, la première ou deuxième semaine, confinement généralisé, coronavirus. Donc, j'ai dû partir à la maison pour travailler depuis la maison. Et là, les horaires, ça pouvait tout dépendre de vos missions, tout dépendre de vos projets, mais en moyenne, on reste sur le qui-vive jusqu'à minuit, à peu près minuit, parce qu'on peut prendre un mail à 23 heures pour le lendemain matin. Donc, on se déconnecte pas jusqu'à 23 heures à peu près. On reste toujours sur son portable. On peut pas se relâcher, entre guillemets, on peut pas entreprendre quelque chose parce qu'on se dit, bon, il y a peut-être quelque chose. Sauf en août, sauf période particulière, sauf quand vous sentez vraiment que vous maîtrisez vos projets et que on vous a dit que c'est bon, etc. Là, il n'y a pas de souci. Mais quand vous ne savez pas, ce qui est 70% du temps, vous ne savez pas si quelque chose va tomber, si le client a demandé quelque chose à votre MD, si le MD s'est réveillé en se disant on va faire ces analyses-là. Donc, comme vous ne savez pas, vous êtes toujours un peu sur le qui-vive jusqu'à entre 22 et 23 heures, vous ne relâchez pas et ensuite, vous pouvez espérer faire autre chose. Mais ça peut, si vous êtes sur un live deal, c'est-à-dire sur une grosse opération d'exécution en cours, chez Lazare, honnêtement, j'ai enchaîné des 3-4 heures du matin. Enfin, Guillaume je pense qu'elle a fait pareil. Donc, 3-4 heures du matin et ça ne choquera personne. J'ai cette petite vision où je suis sorti de mon bureau, j'avais pas vu l'heure passer, il était 3h30 chez Lazare. Et je me suis dit, bon, allez, je dois être le seul. Et cette vision assez surréaliste où, en fait, je suis pas seul. Je suis pas le seul et que voilà, c'est un peu une dimension à côté. Mais bon, heureusement que ça n'arrive pas tout le temps. Et parfois, vous savez, bon, ça fait quand même un peu mal, mais parfois vous vous dites, bon, moi je suis capable de tenir. Si demain j'ai une urgence dans tous les domaines, je suis capable de délivrer, je suis capable de tenir, je suis capable de résister, je suis capable de. Voilà, il y a quand même, quand on va en M&A, il y a un petit côté challenge qu'on aime bien tenir. Certains étaient
certains de mes amis étaient là à me dire que non, j'ai pas du tout envie de finir à 20 heures, j'ai envie d'être là où ça se passe, là où on fait les choses. Donc, finir à 2 heures du matin, c'est qu'il y a des enjeux, etc. Donc, on positive un peu cet aspect-là pour psychologiquement s'aider, on va dire. Et chez Cassib, ensuite, c'est un peu une moyenne de Lazare et HSBC, disons. C'est-à-dire que au début, j'ai été assez surpris parce que la cadence était très, très élevée. Je finissais à peu près vers 23 heures minuit en moyenne. Et puis, il y a eu des périodes où ça s'était un peu plus tassé, qu'il y avait un peu moins de travail. On commence à devenir maître de ces sujets, on commence à aller beaucoup plus vite. Au début, on galère un peu, on clique partout, on fait plein d'erreurs, on teste, et du coup, on perd 2 heures. Et au fil du temps, vous apprenez à devenir plus efficace, à apprendre les shortcuts sur Excel, à savoir où est-ce que se trouve un document, ou sur quelle info je cherche ça, sur quel site je fais ci. Donc, vous apprenez à être beaucoup plus rapide et vous pouvez espérer finir à 22 heures, 23 heures sans aucun problème, sauf s'il y a un gros deal et que là, vous pouvez aussi faire des 1 heure, 2 heures du mat, 3 heures du mat que j'ai naturellement fait. Ensuite, sur le salaire. Le salaire était une deuxième partie de la question. Je pense que plus attendu encore que les horaires. Sur les salaires, en tant qu'analyste chez Cassib, pour donner une tranche, ou plutôt un point, ce serait autour de 100 000 euros. Autour de 100 000 euros la première année, full package, c'est-à-dire fixe, plus bonus, plus intéressement, etc. On peut espérer être autour de 100 000 euros. Ensuite, tout dépend de comment est-ce que vous êtes doté, etc. Comment est-ce que vous avez fait, ou est-ce que vous êtes exceptionnel, ou est-ce que vous avez travaillé sur un gros deal. Ça peut être plus ou moins. Même moi, j'ignore un peu les critères d'attribution de bonus, mais c'est à peu près 100 000 euros. Si vous allez dans une boutique, donc là, je parle pour Cassis, pour Société Générale et pour BNP, ça tourne autour des 100 000 euros. Ensuite, si vous allez dans une boutique un peu plus type Lazare Rothschild, vous êtes un peu plus sur une tranche un peu plus élevée. Si vous allez sur une boutique encore plus spécialisée et un peu moins méconnue du coup, et vous avez une petite prime qui vous est donnée parce que la boîte est un peu moins connue. Typiquement, mes amis de chez Messier, ils touchent un peu plus. Mes amis qui sont partis chez cette interview, ils touchent encore un peu plus. Mais je pense que vous êtes sur le maximum que j'ai entendu, c'est 160 la première année. 160 la première année dans des boutiques ultra spécialisées. Je pense que c'est dans la tranche haute de ce que vous pouvez espérer à Paris. Mais ensuite, mon conseil, ce serait de ne pas tout tabler sur le salaire. Parce que ce qui compte vraiment à la fin, c'est quel deal vous avez fait, c'est quelle mission vous avez fait, quelle responsabilité vous avez eue, qui est-ce que vous avez rencontré, quelle ambiance vous avez eue, comment est-ce que vous avez vécu ces années-là, parce que ça fait partie du temps que vous consacrez, disons, à ce métier qui est un temps assez conséquent. Donc, ne réfléchissez pas, ne mettez pas seulement l'ingrédient salaire dans votre cuisine, disons, mettez aussi d'autres choses qui permettent aussi de rendre le métier utile, agréable et plaisant pour tous. Merci Sandro pour la réponse. On a plusieurs questions sur les process de recrutement, notamment chez Cassib, donc je vais essayer de les prendre. Une question de Sheikh qui nous demande quand commencent les process de recrutement pour Cassib en M&A pour janvier 2023. Et ça me permet d'élargir le champ de la question. En général, il faut postuler combien de temps à l'avance quand on veut faire ce type de stage. Yes. Alors, le processus pour janvier 2023, l'offre va être publiée en juin. Donc, vous pouvez, si vous avez de quoi noter, en juin, nous publions l'offre sur Internet. Et je vous invite à postuler sur Internet parce que, en fait, comment ça va se passer? L'offre sera publiée en juin 2022. Un premier screening va être fait par un algo, RH, etc. Ensuite, vos CV vont arriver sur mon desk et avec le desk de mon équipe. Et ensuite, nous, on va se charger de faire un second tri un peu plus poussé sur qui va être appelé en entretien. Donc, en juin, l'offre est publiée. Vous postulez. Normalement, c'est assez rapide et automatique. Si votre CV est bon, l'algorithme RH, etc., vous arrivez sur mon CV. Si sur ma table, je veux dire. Si vous passez ma table également, on vous appelle courant juillet pour vous inviter à un entretien en septembre. Si en septembre, vous arrivez à Cassib, vous vous débrouillez bien, vous savez parler, vous avez suivi Training EU et les conseils de Guillaume et que vous êtes bon,
vous avez l'offre assez rapidement et vous êtes sécurisé, safe. Vous pouvez vous éclater jusqu'à janvier. Et là, vous rendez-vous dans les bureaux pour commencer une carrière. Voilà comment ça se passe. Super, bah, très précis, Sandro. Et une question complémentaire de Lucas sur le point du screening. Est-ce qu'il y a une discrimination par rapport à l'école? Donc, bon, on peut appeler plus général, d'où viennent vos stagiaires et comment se passe voilà, comment se passe le screening au niveau de la formation des étudiants? Ouais. Alors, je vais vous dire pour moi, en tout cas, comment je, entre guillemets, juge ou note un CV. Bon, premièrement, c'est les RH qui vont éliminer quelques candidats, etc. Mais dès qu'il arrive chez moi, généralement, on parle quand même de grande école. On parle de grande école parce que je pense que les RH sont aussi attachés à ça. C'est des écoles cibles qui arrivent. On peut discuter sur ce sujet. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? S'il y a un côté à retenir, c'est que dans ce système-ci, les grandes écoles sont jugées les plus sélectives, etc. Donc, si vous avez fait une grande école, c'est que vous avez montré que vous êtes débrouillard, que vous avez su saisir l'information, que vous avez su faire des efforts et que vous avez su bien vous placer en bon timing pour accéder à ce que ce système légitime le plus, c'est-à-dire les grandes écoles. Attention, quand je dis grande école, c'est pas forcément seulement les polytechniques, HEC, etc. Pour moi, une grande école, ça peut effectivement être quelques facultés également. Je pense notamment à Dauphine, je pense à Sorbonne Assas également, qui peuvent rentrer parfois, mais c'est assez rare. Je ne vais pas vous le cacher que c'est assez rare. Dauphine, c'est pas rare, mais Assas Sorbonne, c'est assez rare. Moi, quand j'avais pas Sciences Po, je ne vais pas vous cacher que je galérais un petit peu. Avec Sciences Po Paris, ça m'a un peu ouvert les portes derrière. Donc, on est quand même dans un système où il y a des écoles qui sont plus privilégiées que d'autres. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. C'est une question plus profonde, mais c'est comme ça. Donc, effectivement, moi-même, je suis amené, vous savez, je ne vous connais pas, je reçois 600 CV, il me faut quelques critères. J'ai à peu près 1 minute par CV, sinon je deviens RH et pas analyste M&A. Donc, je dois réduire mon asymétrie d'information. Et sur quoi je vais me baser? Sur est-ce qu'il a fait une bonne école ou pas? Est-ce qu'il a fait des stages ou pas? Est-ce qu'il a fait une activité extrascolaire ou pas? Et qu'est-ce que je peux en tirer pour qu'il soit un bon stagiaire? Par exemple, quelqu'un qui a fait Dauphine par rapport à quelqu'un qui a fait, par exemple, HEC sera peut-être un petit peu moins bien classé, mais si jamais je vois qu'il a fait un stage en M&A, si jamais je vois qu'il a fait de la banque privée, si jamais son CV est mieux rédigé, si je veux voir aucune faute sur un CV. Ça, c'est un point. Vous savez, si demain je dois vous demander de me faire des analyses ou des slides et que même votre CV, il y a des points-virgules, des doubles espaces, qui est censé être votre vitrine, et que je vois des fautes ou des choses mal alignées ou parfois vous écrivez au prétérit et ensuite au passé, ou parfois vous mettez du gras et parfois non, c'est pas la même structure, c'est compliqué parce que c'est une vitrine. Franchement, vous passez 2 heures. Et ça vous suit à vie ensuite. Donc, faites l'effort de faire de CV impeccable. Ensuite, sur l'expérience, effectivement, éducatrice, ce sera une bonne école. Et sur l'expérience ici, expérience professionnelle, essayez de faire ce que vous pouvez avec vos contacts, voilà, on est malheureusement sur un système où il y a une place pour à peu près 600 personnes. Donc, au bout d'un moment, moi, ce que je veux, c'est bien faire mon job aussi. Je ne veux pas recruter quelqu'un pour ensuite, peut-être que ne pensez pas que c'est juste pour nous, c'est aussi pour vous. Parfois, on a recruté des gens qui sont partis au bout de 2 semaines. Bon, c'est rare, mais ça a dû arriver en 5 ans. Que, c'est les deux côtés qui sont fautifs. Moi, d'un côté, je lui ai fait perdre du temps, on va dire, parce que je l'ai recruté alors qu'il n'était pas prêt, en fait. Et lui, de son côté, il faisait tout pour montrer qu'il était prêt, mais en fait, il ne l'était pas. Donc, vous savez, c'est perdant-perdant. Il fait vraiment un donnant-donnant qu'on doit avoir, c'est-à-dire que vous vous sentez prêt, vous êtes passé par des stages avant de venir en M&A. Si vous venez et que voilà, vous n'êtes pas un minimum renseigné, vous n'êtes pas un minimum prêt, je pense honnêtement qu'un métier de M&A peut être un peu dur à gérer, typiquement chez Lazare par exemple, sans expérience, sans préparation, etc. Vous savez, ça va être perdant-perdant pour les deux. Vous allez vouloir partir rapidement et eux, ils vont vouloir que vous partez rapidement aussi. Donc voilà. Alors, du coup, tu as parlé des stages précédents.
et notamment de la banque privée. On a une question de Yacine qui nous dit quels sont les stages les mieux valorisés pour faire un premier stage en M&A. Ok. Alors, moi, comment je note? Si tu as fait un stage en M&A, c'est un A. Si tu as fait un stage en private equity, tu as un A. Si tu as fait un stage, mais quand je dis M&A, c'est pas forcément des énormes banques. J'attends pas que tu aies fait Goldman avant de venir. Tu peux faire du M&A dans des petites boutiques. Tu peux faire du M&A en interne au sein d'une corporate. Donc, prenez tout ce qui s'offre à vous. Ensuite, si vous avez fait du PE, je considère que c'est assez lié, donc je vous mets également un A. Ensuite, ça passe à peu près en B+, si vous avez fait de l'audit, si vous avez fait de la strat, des métiers assez adjacents à M&A. C'est-à-dire que vous savez manipuler des bilans comptables, etc. Ça me donne quand même des signaux positifs. Moi, je cherche que des signaux positifs. Là, audit, etc., pour moi, c'est bon. De loi, DY, etc. Ensuite, si vous avez fait autre chose, ça passe entre B et C. Mais par contre, si vous montrez que vous avez fait autre chose, mais que vous avez fait des éléments qui peuvent être utilisés en M&A, typiquement, vous avez cherché un investisseur, vous avez préparé des Excel, vous êtes bon sur PPT, etc. Moi, je peux voter plus B que C. Mais c'est à vous de me prouver en petits boulettes ou dans la lettre de motive, même si je les lis rarement, que vous êtes là. Ça marche. Alors, bon, il y a des questions sur les métiers spécifiques. Alors, je les pose et on peut y répondre rapidement. Maxence qui nous demande une expérience en banque, donc pas en banque d'investissement. Par exemple, le cash management. Est-ce que ça peut être un bon point d'appui pour une entrée en banque d'investissement? Ça dépend laquelle. Je pense que pour aller chez Goldman, tu risques de galérer. Après, pour une banque M&A qui est un peu moins sélective parce qu'ils reçoivent un peu moins de CV, effectivement, ça peut jouer. Mais moi, si j'ai un CV avec quelqu'un qui a fait du cash management et quelqu'un qui a fait du M&A à école à peu près similaire, parce entre les grandes écoles que je reçois, c'est à peu près tous pareil, hein. Voilà, entre HEC, ECP, ESSEC, EDEC, Sciences Po et les ingés, c'est à peu près les mêmes. On met des A, si tu veux. Ensuite, c'est l'expérience. Si tu as fait du cash management et qu'il y a un autre qui a fait du M&A, on risque de me demander pourquoi tu as privilégié tel et pas tel. Qu'est-ce que je réponds? Donc, je suis obligé de sélectionner celui qui s'est montré un peu plus, entre guillemets, débrouillard ou qui a su avoir son stage, quoi. Bien sûr. Alors, une autre question du coup sur les recrutements. Est-ce que Cassib recrute encore pour juillet et septembre? Il me semble que juillet, non, vous avez finalisé. Et septembre, Sandro, du coup, est-ce que c'est aussi un peu tard? Ouais. Ouais, nous, si tu veux, on a deux ACD, Assessment Center, et il y a Oui. deux débuts de stage. Juillet, janvier. Et ensuite, on a créé aujourd'hui la filière Private Equity, c'est-à-dire le M&A qui est focus sur le Private Equity, qui a recruté là en avril et qui va recruter aussi courant septembre ou octobre ou novembre. Donc, il y aura mais bon, ça reste un seul poste. Mais si vous voulez, à peu près les 15 postes ouverts chaque 6 mois, ce sera surtout janvier et juillet. Ok, très clair. Une question d'Estelle sur ton comportement en entretien. Donc, tu as participé à des recrutements stagiaires. Quelle est la question que tu aimais le plus poser aux candidats? Que j'aimais le plus poser aux candidats. Allez, peut-être que je vais compléter la Euh, question d'Estelle. On peut peut-être splitter le fit et la technique. Voilà. Ok, ok. Bah, en fit, la question que j'aime le plus poser, bon, c'est pas aimer, mais c'est que je pose toujours, parce que c'est la Bible, c'est il faut savoir comment tourne un DCF. Le DCF, ça reste la méthode de valorisation intrinsèque qui est très utilisée, qui est la méthode un peu phare. Donc, si vous savez pas me dire comment on construit un DCF, parce que ça couvre vraiment toute la palette ensuite, on va basculer sur le WACC, on va basculer sur le bêta, on va basculer sur le MEDAF. Donc, ça couvre. Donc, j'aime bien poser cette question parce que ça permet de voir si un candidat s'est renseigné, s'il y a un fondement dans sa motivation à faire de la finance. Ensuite, bon, que j'aime le plus poser sur le fit, bah, en fait, moi, j'essaie vraiment d'improviser. Je ne prépare jamais rien. Parfois, ça me joue contre moi. Parfois, ça ne joue pas contre moi. Au contraire, mais j'essaie de voir un CV et puis s'il y a une question qui me vient, bah, je la pose. Donc, sur le fit, ce serait plutôt qu'est-ce qu'un étudiant fait en dehors de ses cours. Parce que ce qu'il fait dans ses cours, c'est sur le CV. Mais qu'est-ce qu'il fait en dehors?
Est-ce qu'il a fait autre chose? Est-ce qu'il a fait du tennis, du football? Qu'est-ce qu'il aime? Ça montre aussi la personnalité d'un candidat parce qu'en M&A, vous savez, vous travaillez tellement que la personnalité finit par ressortir et c'est sur la personnalité que vous vous accrochez. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du tennis en compétition ou qui fait du sport en équipe, parfois ça joue même plus que des choses assez rigoureuses, etc. Parce que ça montre que c'est un compétiteur, ça montre qu'il physiquement il peut tenir, ça montre qu'il sait communiquer avec les équipes, que c'est un team player, que c'est un battant, voilà, qu'il est intense, qui sait gérer la pression, qui sait gérer le timing. Et franchement, c'est des aspects que j'essaye d'approfondir en entretien parce que ça permet inconsciemment de voir s'il y a des personnalités qui vont se révéler en stage et ensuite qui vont se révéler dans ce métier. Parce que ça reste un job de service et de relationnel. Et la personnalité, c'est sur quoi il faut investir également. Une question de Quentin. On a beaucoup parlé des stages et il nous demande si c'est possible d'intégrer des banques d'affaires avec une alternance. Alors, il me semble que Cassib, non. Malheureusement, le M&A n'est pas conciliable. Il faut être dispo tout le temps. En fait, c'est un métier qui prend quasiment tout. On ne fait pas de moitié-moitié, on fait pas de. Vous êtes disponible, vous êtes à fond sur le deal, vous vivez le deal. Vous savez, j'ai eu beaucoup de stagiaires depuis que je suis arrivé. Il y en a un qui est parti, qui était avec moi sur le deal d'ailleurs de Humanist CGI. Et même aujourd'hui, alors qu'il est parti en private equity et autres, il vivait tellement le deal que dès que c'est sorti, dès que ça a été annoncé, il m'a appelé, il dit ah, ça s'est fait. C'est vraiment, vous vivez le truc, vous êtes un acteur des deals et vous commencez à les vivre. Donc personnellement, bon, j'ai rarement vu quelqu'un qui dit ah bah 3 jours sur 3, je suis pas là, je suis en études, etc. Je comprends, hein, mais en M&A chez Cassib, j'en ai pas vu, donc ça n'existe pas. Vous pouvez partir un jour sur un mois pour un examen, etc. ou quelque chose. Mais partir systématiquement, moi, j'ai rarement vu chez Cassib. Dans d'autres, peut-être. Il y en a très peu. Il y a quelques alternances, 6 mois, 6 mois. Moi, je rejoins Sandro sur une alternance en semaine ou hebdomadaire ou même mensuelle, c'est très compliqué. Il y a quelques offres disponibles sur le marché à 6 mois, 6 mois. BNP, c'est possible. Il me semble que Rothschild, ou enfin en tout cas Transaction R en avait une à un moment. Il faut regarder, en fait, c'est du cas par cas. Et il y a quelques fonds aussi qui en proposent. Voilà. Mais effectivement, c'est super compliqué. Je pense 6 mois, Ouais. 6 mois, ça peut peut-être fonctionner, mais c'est le seul cas. Euh, Question de Christopher qui rebondit sur ce que tu as dit en début de webinaire sur l'ambiance chez Cassib. Alors, je me permets de la poser pour que tu puisses compléter. Pourquoi Cassib a une meilleure réputation pour l'ambiance que les autres grandes banques françaises? Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je ne pourrais pas répondre complètement parce que je ne connais pas l'ambiance dans les grandes banques françaises comme Société Générale ou BNP. Ça doit être plutôt pas mal. Par contre, je connais Cassib. Et honnêtement, au début, on entend souvent cette phrase, c'était à compte, c'est l'ambiance. Là, vous avez entendu de ma bouche également que c'est l'ambiance qui compte. Et bon, on le dit, mais on y attache très peu d'importance jusqu'à ce qu'on commence à vraiment la vivre. Et là, chez Cassib, c'est une ambiance qui est vraiment, enfin, tu vois, parfois le week-end, c'est censé être des jours de repos, etc. Et j'ai hâte que lundi commence parfois pour retrouver mes collègues, pour voir ce qu'ils ont fait le week-end, qu'est-ce qu'on planifie sur la semaine, si on sort quelque part, si on part un week-end, on est déjà parti en week-end ensemble. Et ça se fait non seulement au niveau analyste, mais ça se fait aussi dans la hiérarchie. Typiquement, bon, je devrais peut-être pas vous le dire, mais avec un asso avec qui je m'entends très bien, sur un coup de tête, on a fini à Ibiza le lendemain. Là, c'est vraiment des clichés, mais c'est arrivé. Donc, il n'y a pas besoin d'être tous le même âge. Non, on reste un peu dans une tranche d'âge jeune. Donc, on s'entend hyper bien. On est là sur des deals. On est là quand ça va pas. On est là à se tenir. C'est vraiment une ambiance où on est une petite famille. On a un peu nos habitudes. On a un peu nos personnalités chacun. Et ça permet vraiment de tenir de l'intensité, la pression. Ça permet de passer même de bons moments parce on veut être sur le même deal que son copain. On veut tous les deux finir tôt. Il y a toujours des petites péripéties. Ça, psychologiquement, on a besoin justement de se créer un peu une ambiance autour de soi parce que sinon, on passe quand même, on pose quand même sur de gros sujets hyper rationnels, des sujets hyper analytiques. Donc, parfois, avoir 5 minutes dans une bonne ambiance avec vos potes, franchement, le temps passe, mais à une vitesse et vous êtes content de faire ces choses.
Donc, chez Cassib, franchement, c'est une ambiance où les stagiaires, les analystes et même les assos sont très soudés. On organise souvent des réunions entre nous, on va dîner ensemble, on a des éléments festifs ensemble, on fait la fête ensemble, les MD se joignent à nous. C'est arrivé par exemple en juillet dernier où on était vraiment toute la banque, on est presque sortis tous ensemble et là, on se croit un peu dans The Place to Be en fait. Et c'est peut-être le cas aussi parce que ça sort faire la fête intensément aussi. Euh, et ça crée des ambiances de groupe. Le lendemain, on revient au bureau, on est tous dans le malus et on commence à se charrier, etc. Donc ça crée ces petits événements, font que vous tenez, font que ça joint l'utile et l'agréable. Et Cassib, vraiment, il y a une très très bonne ambiance. C'est un des éléments qui ont fait que je me suis vraiment plu ici, c'est l'ambiance. Les co-bureaux et les stagiaires également et les analystes. Alors, il y a une autre question, Sandro, donc je vais la reprendre aussi, sur les valeurs. Quelles sont les valeurs de Cassib qui te plaisent et qui te feraient rester dans cette Ouais, banque par rapport à d'autres? c'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. Et honnêtement, moi, j'étais à votre place il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me disais, bon, il me faut. Je rêvais des Wall Street, je rêvais des investment bankers, tu vois, etc. Et peu à peu, vous savez, la maturité fait aussi son travail. Et on se dit, en fait, c'est pas forcément un grand brand name de Wall Street, etc., qui me motiverait, mais plutôt, en fait, c'est vraiment un contrat que tu poses. C'est un vrai contrat que tu poses et tu veux aller chez quelqu'un à qui tu vas confier pratiquement toute ta vie, en fait, ta vie professionnelle en tout cas, ta maturité, ton expérience, ton apprentissage, ta construction. Et je voulais aller dans une structure en qui j'avais confiance. Donc, c'était vraiment la confiance qui a joué. Est-ce que j'avais confiance en Cassib? Est-ce que je pouvais leur remettre un peu ce qui est l'un des plus importants pour moi, c'est-à-dire une carrière, mon apprentissage, ma construction, les débuts dans une vie professionnelle? Et est-ce que Cassib peut être jugé de confiance? La réponse était oui. Est-ce que Cassib était durable? La réponse était oui. Est-ce que Cassib était bienveillante? La réponse était oui. Donc, je me suis dit, toutes les choses sont là. Donc, c'est une banque qui va vous encadrer, c'est une banque solide qui fait des deals, c'est une banque où vous ferez tout ce que les autres banques font. En France, en tout cas, on est une franchise très solide. On est deuxième en exécution en nombre de deals M&A sur l'année dernière. Donc, vous ferez la même chose que les autres, mais il y aura un aspect encadré. Vous êtes encadré de façon bienveillante. Personne n'est là pour vous casser. On est tous là pour se soutenir, pour faire ce métier, pour le rendre agréable, intéressant, pour que d'autres puissent le faire également et partager un peu. Donc, honnêtement, c'est vraiment la confiance. J'avais confiance en Cassib. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint. Et ensuite, j'ai quand même trouvé d'autres valeurs, que ce soit l'ouverture. Honnêtement, par exemple, chez Lazare, j'avais moins cet accès au top MD que j'ai ici. Ici, vraiment, on s'appelle par les prénoms, il y a des blagues qui fusent, etc., ce qui rend beaucoup plus plaisant de travailler ensemble. Parfois, il y a des banques qui respectent tellement la hiérarchie que ça devient toxique et ça devient paralysant. C'est-à-dire qu'on n'ose pas dire une bonne idée, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas se donner à 100% parce que il y a des contraintes, il y a des rigidités dans les relations. Là, chez Cassib, c'est très ouvert, c'est flexible. On peut parler à tout, on peut aller dans le bureau de n'importe qui et dire que voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ou ça je le sens comme ça je le sens pas bien. Donc ça vous donne quand même cet esprit libertaire. C'est comme au football. Si vous êtes tendu, si vous ne savez pas, etc., vous faites un mauvais match. Mais quand vous êtes libre, épanoui, etc., vous êtes vous-même, vous faites un très bon match. Alors, nous arrivons progressivement vers la fin de ce webinaire. On a encore beaucoup de questions. On ne pourra pas tous les prendre parce qu'on ne va pas prendre trop de temps à Sandro non plus. Donc, avant de passer à un ou deux points de conclusion, j'en profite pour vous dire que ceux qui veulent commencer ou booster leur préparation, on a le code coupon TY-CACIB, je l'ai mis dans le chat, qui vous permet de bénéficier de 20% de réduction sur tous nos packs jusqu'à demain soir. TY comme Training You, TY-du-6 Cassive. Et pour ceux qui souhaiteraient venir dans un pack premium, c'est ce pack-là qui permet de bénéficier des recommandations chez nos partenaires, dont Sandro. Donc, si vous voulez que sur le test que Sandro, comme il a dit, il y ait sur votre CV tamponné Training You et que nous, on valide ça, ce qui augmentera vos chances d'être screené, j'imagine, n'hésitez pas à suivre ce pack.
Voilà. Sandro, je ne sais pas combien de temps tu as encore, ça fait un peu plus d'une heure. Peut-être, si jamais tu dois bien sûr retourner sur tes to-do, peut-être une dernière question. Quels sont les conseils, les tips que J'ai tu encore donnerais? du Voilà, temps si je peux prendre quelques questions encore, il n'y a pas de je peux prendre quelques souci. questions, d'accord, ça marche. Moi, Ouais. il y en a beaucoup, hein. Alors, on parle des relations entre M&A et private equity. Ouais. Euh, Est-ce que généralement on fait un stage en M&A et on passe en PI après? Est-ce que l'inverse se fait Alors, également? Guillaume, j'ai perdu le Ah, son de ta voix. est-ce que tu m'entends là? Je ne t'entends plus. Je ne sais pas si je suis le seul en chat, si vous pouvez réagir. Ah bah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, C'est tu bon. m'entends? Ouais, Ça yes, marche. yes, yes. Alors, du coup, il y a des questions sur les interactions entre M&A et private equity. Quels sont les liens entre les deux? Généralement, c'est M&A après on fait du PI. Est-ce que l'inverse est aussi possible et comment ça se passe? Et peut-être si tu peux aussi couvrir les exits potentiels après 2, 3 années en M&A, ce serait, je pense, aussi intéressant pour donner des perspectives aux étudiants. Bien sûr. Le private equity ou le M&A, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce à peu près. C'est que vous êtes sur la même table toujours, sauf que vous êtes de l'autre côté de la table quand vous êtes en private equity. Nous, on conseille les fonds de private equity dans leur buy side ou dans leur sell side. C'est-à-dire que quand un fonds va vouloir acheter une entreprise, il va bien sûr s'adjoindre les conseils d'une banque d'affaires comme nous. Et on sera bien sûr là en support pour le conseiller sur à quel prix il doit acheter, comment l'aider dans le process, qu'est-ce qui est fait ailleurs, qu'est-ce qui s'est observé, quels sont les conseils qu'on peut donner, comment est-ce qu'on peut lui faciliter la conversation avec les vendeurs. Voilà, on l'assiste surtout. Pareil quand une entreprise de private equity comme Ardian veut vendre une entreprise qu'elle détient dans son portefeuille, elle va s'adjoindre les conseils d'une banque d'affaires comme nous et on va l'aider justement à vendre son entreprise, à qui la vendre, comment gérer le process, encadrer, l'aider dans le process. Donc, vous savez, on travaille constamment avec les fonds de private equity. C'est pas un département, etc., très lointain qui. Non. Donc, forcément, vu qu'on travaille souvent avec eux, on sait comment ils fonctionnent, on sait quelles sont les missions, on les connaît par cœur, en fait. On interagit avec eux. Parfois, ce sont nos amis qui étaient à nos côtés, qui ont rejoint un fonds et avec qui on travaille. Donc, vous êtes vraiment dans le même domaine, sur la même table de négociation, on va dire. Donc, c'est pour ça que beaucoup de passages s'est observé entre la banque d'affaires et le private equity. Vous savez, les principales raisons qui font que vous passez en private equity, ça peut être on va pas se le cacher, c'est une meilleure vie équilibrée entre vie perso et vie pro. Deux, ça peut être parce que vous voulez prendre une décision et moins être en proposition de conseil. C'est-à-dire que quand vous êtes private equity, vous dites j'achète et je vends. Et il n'y a pas de tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est je fais ci, je fais ça. Donc, vous voulez passer en décisionnaire. Troisième chose qui peut expliquer le passage en private equity, parfois ça peut être un gain de salaire. Ce qui n'est pas toujours observé, mais dans la seniorité, en fait, quand vous êtes en private equity, sur un plus-value, vous pouvez toucher un carried, c'est-à-dire un pourcentage sur la plus-value que vous avez réalisée. Et là, on parle des sommes qui parfois n'ont rien à voir avec la banque d'affaires. Je parle surtout des seniors. Donc, ces trois motifs font que l'exit private equity fait à peu près 60 à 80% des exits d'une banque d'affaires en M&A. Le reste étant, disons, plutôt sur du conseil en stratégie, sur une entreprise, parce que vous avez bossé pour un client et puis ils leur font un CFO, ils leur font un directeur M&A, il leur faut parfois un CEO. Le reste, 10% va être dans divers et variés, dont création d'entreprise. Vous savez, vous êtes là à conseiller les plus grandes entreprises, parfois des plus petites entreprises à devenir grands. Et au bout d'un moment, vous dites, bon, je connais un peu tout, les domaines, j'ai accompagné tel, et j'ai identifié qu'il y a un marché, j'ai identifié qu'il y a un acteur, etc. J'ai identifié qu'il faisait ci, mais il ne faisait pas ça. Je vais faire ma propre entreprise, je vais me lancer, je vais faire ci, je vais faire ça. Je ne sais pas, Guillaume, quelles ont été tes motivations, mais au bout d'un moment, on s'est dit, j'ai fait quelques mois, quelques années, je vais me lancer dans cette niche-là, dans ce truc-là, parce qu'il y a un marché, etc. Donc, on se lance. Comme au Tikeo, par exemple, le fonds de private equity a été lancé. Les deux fondateurs, donc Antoine Flammarion et Mathieu Chavron, étaient chez Goldman. Je crois que l'un était stagiaire de l'autre, c'était Mathieu. Et ils se sont dit, bon, l'occasion est là, on veut le faire. Et ils ont lancé une boîte qui aujourd'hui est un succès mondial.
Donc, vous êtes avec les gens qui sont assez brillants, les idées fusent, vous travaillez sur des vrais dossiers, vous travaillez sur des vrais secteurs. Donc, au bout d'un moment, vous dites, en fait, je vais faire ma propre maison, et je vais avoir ma propre brand name, et vous partez. D'autres peuvent aussi créer leur propre structure M&A. Ça s'est observé avec Messi Maris, etc. Donc, vous savez, c'est aussi l'une des raisons, je reviens sur la première question, qui font que pourquoi on fait du M&A, c'est pour garder toutes les possibilités ouvertes. Hein, tout s'est observé, on peut même devenir président de la République. Voilà. Pour ne dire que ça. Clairement. Bon, il y a beaucoup de questions sur les stages précédents avant le M&A, alors je les prends. En fait, on demande si les stages ou expériences suivantes seraient valorisés. Ouais. Premièrement, un spring effectué à Londres. Oui, bien sûr. OK. Je sens qu'il y a beaucoup de nervosité dans le qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Ouais. Tout se défend, mais il n'y a pas de grille. Voilà. Mais Après, on parle allons-y. aussi des stages ouvriers. Alors, ouvriers en dehors de la finance. Tu vois, quels sont les domaines, si tu veux, en dehors de la finance qui peuvent être valorisés sur un CV? Comme je l'ai dit, l'audit, en dehors de la finance, Ouais. ça peut être en entreprise, ça peut être dans le business, on va dire. Dans le business, en entreprise, ça peut être, moi j'ai vu des juristes, notamment chez Lazare, un juriste, avocat d'affaires, bon, ça reste un peu finance, mais qui a rejoint et c'est une star aujourd'hui, donc dans le milieu juridique, business, affaires, et ensuite finance, effectivement, mais rarement j'ai vu un sportif ou un employé de la pharmacie. Ça s'est vu des gens qui ont fait médecine et qui vont en M&A parce qu'ils ont montré qu'ils sont capables de potasser, qu'ils sont capables de bosser, etc. à pas d'heure. Donc, on peut toujours trouver des synergies. Après, bon, il y a des synergies efficaces comment vous le vendez aussi. Ouais, tu peux me vendre un truc, tu peux être un très bon vendeur et me vendre un truc, alors que tu peux avoir fait une énorme expérience, mais tu n'arrives pas à le vendre, quoi. Ça marche. Et on parle aussi de contrôle de gestion, de voilà, contrôle Très bien, financier. très Bon, tout bien. ça, ça rentre dans le pipe de ce Dans que tu avais dit, hein. l'audit, Tous les ouais, stages, en fait, ouais. un peu financiers. Bien sûr, il y a une hiérarchie, je pense, entre les expériences, hein. Plus tu te rapproches du corporate finance et du M&A, ben, mieux c'est, notamment des métiers liés à la transaction. Mais je pense que tout peut se valoriser et c'est aussi la manière dont tu vas en parler en entretien, j'imagine. Exactement. C'est exactement ça. Allez, peut-être une question de conclusion pour ensuite te libérer. C'est Ouais. Daniel qui la pose et ça reprenait un peu ce que moi je voulais te poser aussi quelques minutes. Quelques minutes, c'est après toutes tes expériences jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi les conseils que tu aurais aimé entendre lors de ton début de carrière comme banquier, alors début de carrière ou peut-être en tant que candidat stagiaire ou candidat pour analyste. Voilà, quels sont les principaux tips que tu aimerais donner aux étudiants qui sont présents aujourd'hui? Ouais. Alors, c'est soyez patient et donnez-vous les moyens. C'est-à-dire que moi, j'étais impatient au début. Dès que j'étais accepté à la Sorbonne, enfin, dès que j'étais accepté en prépa, puis la Sorbonne, je me suis tout de suite projeté très rapidement et j'allais voir les Goldman, etc. Et je pensais, voilà, j'étais très impatient de commencer, de prouver que j'étais capable de prouver ma valeur, entre guillemets, hein, parce que ça n'a rien à voir, votre valeur et ce que vous faites. Mais voilà, j'étais impatient. Et en fait, c'est pas forcément une bonne stratégie de tout de suite sauter très haut. Parce que même si vous arrivez à décrocher un bon stage, etc., peut-être que vous n'arrivez pas à suivre et peut-être que vous allez être dégoûté par ce métier. Donc vraiment, voyez ça comme un escalier. Une marche après l'autre, vous pouvez aller jusqu'à la banque d'affaires M&A que vous rêvez ou le private equity, le fonds de private equity que vous rêvez. Mais c'est vraiment un pas après l'autre. Ne sautez pas tout de suite. Vous n'êtes peut-être pas armé, etc. Demandez, ça ne coûte rien de demander, mais soyez aussi réfléchi, patient. Faites un stage dans une banque qui est peut-être pas très connue en M&A ou dans un audit, même si vous ne rêvez pas de ce métier, pour arriver jusqu'à vos fins. Et ensuite, c'est donnez-vous les moyens. C'est-à-dire que tout est vraiment possible et pour chacun d'entre eux et chacune d'entre vous. Euh, si je prends typiquement mon exemple, moi, je suis ni né en France, et j'ai appris le français, etc. Donc, on se donne les moyens en reprenant un peu les codes, en ayant conscience qu'il y a un système donné en France avec un système éducatif où il y a les grandes écoles qui sont un peu pyramidales en haut. Essayez de vous donner les moyens pour aller dans ces écoles-là parce qu'ils sont target. Facilitez-vous un peu la vie.
Ensuite, dans l'expérience professionnelle, il faut se donner les moyens d'aller voir des gens, d'aller dire que vous existez, d'aller voir, de dire que ce que vous voulez, personne va venir vous délivrer sur un plateau un bon stage. Il faut vraiment aller déranger, même si parfois ça va à l'encontre de que vous soyez timide ou moi je l'étais un petit peu. Il faut vraiment vous sortir un peu, jouer un jeu d'acteur. C'est vraiment un jeu en fait où vous devez un peu charmer au début et ensuite vous capitalisez sur votre petite expérience pour demander une plus grande expérience. Typiquement, la banque privée, c'était une petite porte d'entrée pour la finance. Ensuite, c'était HSBC. Ensuite, c'était Lazare. Ensuite, c'était le CDI. Et qui sait ce qui sera demain. Mais il faut se donner les moyens si vous voulez quelque chose. Et si vous êtes patient, honnêtement, il n'y a vraiment rien d'impossible qui peut être inatteignable. Merci Voilà le dernier. beaucoup, Sandro, pour tous ces conseils. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Bon, évidemment, un énorme merci à toi, Sandro, pour le temps que tu nous as accordé et pour tous ces conseils. N'hésitez pas Et bien à sûr, je nous... rajoute une chose, Vas-y, Sandro. excuse-moi, Guillaume, c'est que profitez aussi de ce qui s'offre à vous. Typiquement, que ce soit Training Edu ou d'autres que je connais pas forcément, mais qui ont créé leur structure récemment et qui sont encore parfois méconnus ou autres. Parfois, il faut bien se placer, il faut aussi profiter de ce que les gens vous offrent, des bonnes opportunités, et ça déroule ensuite comme sur des roulettes. Donc, il faut vraiment se montrer malin. Il vaut mieux parfois aller chercher ce petit kilomètre de plus, même si vous n'êtes pas sûr, ça peut peut-être marcher. Donc, je vous invite vraiment Il y a beaucoup de monde qui sont généreux, que ce soit en finance ou autre, qui sont là que pour vous aider. Vous pouvez m'écrire, m'appeler aussi si vous avez besoin de conseils. Il faut juste parfois avoir un peu de chance parce que vous avez eu l'information, parce que l'information est clé, bien sûr, parce que vous avez eu le bon contact, parce que vous avez eu le bon petit coup de pouce. Moi, je les ai eus. Je ne les ai pas cités, mais j'ai eu beaucoup de soutien, des assos, etc., ou d'autres structures qui m'ont permis de faire une étape, une marche jusqu'à l'autre. Donc, il faut vraiment user de tout ça. Voilà. Super. Merci beaucoup à tous et merci à toi, Sandro, pour le temps que tu nous as accordé. Passez une Merci bonne à journée vous. et puis à bientôt.